Batata, maman, bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voilà depuis le 13 juin 2022 que la rébellion dite du M23 occupe le territoire de Bunagana. Et à ce jour, jeudi 17 novembre, c'est l'insécurité généralisée au niveau de la province du Nord Kivu, province qui est sous état de siège depuis le mois de mai de l'année passée. Nous allons avec le panel que vous connaissez aujourd'hui parfaitement décoder, décrypter toute la situation. À ma droite, M. Amba Baudouin Wechi de CongoIndépendant.com. Bonsoir M. Amba. Bonsoir Patrick Yobo. M. Cornelis Mlandou qui nous revient de Kinshasa, agence congolaise de presse et surtout rédacteur en chef de Onesha Africa, qui d'ailleurs a eu une petite interview avec, je dis petite, mais une interview avec le président de la République. Bonsoir, M. Nam. Bonsoir, M. Yogo. Et à ma gauche, M. Bobo Kouyamba, pasteur Bobo, du micro du pasteur Bobo TV. Bonsoir, pasteur Bobo. Bonsoir, Patrick Yogo. Voilà. Aujourd'hui, le jeudi 17 novembre, si les forces armées zaïroises existaient encore, les forces armées auraient eu 61 ans. Et voilà que l'insécurité est à nos portes, pire encore, et sur notre sol, sur notre territoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va évoquer d'abord les derniers éléments d'actualité qui ont frappé l'imagination ou l'esprit des uns et des autres. Pasteur, bon, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a frappé ces derniers jours ou cette dernière semaine? C'est très chaud. J'ai deux sujets que je pourrais rapidement aborder. Nous vous écoutons. Le premier sujet, c'est d'abord le concert de Frère Egola qui est venu de Kinshasa. Il devrait se produire à l'Espagne par le 19. Et le 19 de quel mois? Novembre. Oui. Mais il y a le vieux qui est décédé, qu'on devrait enterrer, pleurer le 19 novembre. Même lieu. Donc, polémique, fait très populaire à Kinshasa. C'est Ouazemo qui coordonne des préparatifs du deuil. Et le Parlement a autorisé à Ouazekwa, avec son groupe, de pleurer vers qu'est-ce qui est normal, et le camp Ferré qui est au scandale. Dans un moment où à l'Est, c'est la guerre, mais je ne sais pas, l'Ouest du Congo aime beaucoup danser, aime beaucoup. C'est ça qui préoccupe les Kinois. Pendant que le président de la République demande aux Kinois de s'enrôler, d'aller, de soutenir les femmes d'essai. Enfin, pas seulement les Kinois, que toute la jeunesse. Oui, mais eux, c'est beaucoup plus, c'est la musique qui les intéresse. C'était le premier sujet que je pouvais dire par rapport à cela. Deuxième sujet, c'est la sortie médiatique de Martin Fayulu hier. Avec des questions, il a attaqué Tshisekedi qui dit c'est. Tshisekedi, c'est-à-dire le président de la République. Oui, non, je veux juste remettre les choses. On peut dire Macron. Oui, mais je précise. Donc, vous voulez que non, c'est moi qui l'ai dit. Vous président Félix Tshisekedi. Bon, président Félix Tshisekedi, il a eu des histoires. Il dit haute trahison. Tshisekedi doit démissionner. On devrait l'arrêter. Depuis qu'il revient de France, je vois Fayulu a changé de ton. Il est devenu plus très dur à l'égard de Tshisekedi. C'était d'abord au TV5 et puis à Kinshasa. Mais dans son discours, on dirait Fayulu s'est tiré une balle dans les pieds. Il était très bon quand il a commencé, il dit des choses, il est contre les EAC, il est contre ces choses-là, on est d'accord avec lui. Mais Fayulu s'est tiré une balle dans les pieds, selon moi. Comment Fayulu dit que si c'est comme si le FARDC gagnait la guerre, Tshisekedi va gagner les élections.
D'accord. Nous notons donc si Tshisekedi gagne la guerre, il va gagner des élections parce que c'est un complot entre Tshisekedi et les Kagame. Ils ont tout planifié, comme les Congolais aiment la paix. Donc au moment opportun, Tshisekedi va gagner la guerre et il va gagner les élections. Là, j'aimerais bien que le camp Fayulu puisse bien nous expliquer si déjà il crie des fêtes avant, ou c'est quoi. On pourra comprendre. Il a très bien commencé, mais à la fin, selon moi, il s'est tiré une balle d'arrivée. Merci, Pasteur Bobo. Est-ce que je peux enchaîner un peu? Oui, allez-y. En fait, je ne sais pas si je pourrais expliciter, sans choquer Pasteur Bobo, Fayulu voudrait dire que la guerre qui a lieu à l'Est est un coup monté pour permettre à Félix Tshisekedi de remporter la victoire. Et comme ça, 2023 sera comme une lettre à la victoire militaire et militaire. Donc, en complicité avec Kagame, il a monté cette histoire pour que, comme je viens de le dire, en cas de victoire de FRDC, ce soit mis au crédit du chef de l'État. Voilà, exactement. Comme les Congolais aiment la paix, il sera publicité. Comme s'il avait des éléments de preuve. En réalité, moi j'avais expliqué dans mon enquête compliquée que, comme les prêtres ont dit, ils avaient demandé à tout le monde de ne pas laisser le gouvernement, tout le monde doit. Voilà. Si en France il y a eu Éric Zemmour a fait l'erreur, il menait dans les sondages, il menait dans les meetings, il menait dans les élections. Mais quand la guerre de Poutine a commencé, Zemmour n'avait pas compris. Il a laissé Macron et les autres gérer la situation. Gérer la situation. Voilà. Il a perdu. C'est comme si Fayulu a compris qu'il a arrêté à partir de cela. Il dit je vais prendre les élections, mais ça sera complot Tshisekedi Kagame. Merci, Pasteur Bobo. Monsieur Nandou, qu'est-ce qui vous a marqué, vous qui revenez de Kinshasa? Peut-être que c'est peut-être pas à Kinshasa que ça vous a marqué, mais dites-nous. Oui, effectivement, monsieur Yogo, comme vous avez dit, revenant de Kinshasa, je voudrais plus parler de quelque chose qui m'a quand même frappé là-bas, sur le terrain. Et je vais parler d'un sujet peut-être de bas niveau, mais vous allez voir que c'est un sujet assez intéressant quand même qui concerne la santé même de la nation. Je voudrais parler de Wewa, donc les conducteurs de moto à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa, parce que le phénomène s'est généralisé. Le conducteur de moto se retrouve à Lubumbashi, à Kisangani, mais partout dans tous les recoins du pays. Les mototaxis. Les mototaxis, oui. Alors je voudrais dire que ces Wewa, comme on les appelle là-bas, ce système de moto est devenu actuellement un système incontournable. Ça fait partie intégrante du transport en commun au sein de la population congolaise. Et aujourd'hui, si les motos cessent d'exister, le transport va être impossible en République démocratique du Congo. Vous les avez empruntés donc pendant votre séjour? Mais écoutez, moi par exemple, quand j'arrivais au boulevard du 30 juin, j'attendais un taxi de préférence. Mais les taxis, vous ne l'avez pratiquement jamais. Parce que c'est des demi-terrains. Hein. Le taximan vous dit, moi je vais à Royal par exemple. Quand vous allez à Bandal, il faut emprunter un taxi qu'on appelle Express. Ça vous coûte, au lieu de 500 francs congolais, 12 000, 15 000, ainsi de suite. Et je l'ai emprunté une fois du boulevard du 30 juin à Bandal, j'ai dû payer 17 000 francs congolais. Ça, c'est le taxi express. Ça, c'est le taxi express. Et le taxi moto? Le taxi moto est plus cher que le taxi normal. Hein. Ah oui, la moto est, en République démocratique du Congo, la moto est plus chère que le taxi conventionnel. C'est quoi la logique? Oui, je ne sais pas. La rapidité pour la rapidité chez moi, il n'y a pratiquement pas d'embouteillage, ainsi de suite. Bon, alors, je voudrais un peu préciser mes propos. Si je dis que le transport en taxi-moto est devenu incontournable en RDC, c'est parce que quand vous arrivez, que ce soit à Matadi, à Lubumbashi, à Kinshasa, les villes sont bondées. Alors trop bondées. C'est-à-dire que toutes les villes sont surpeuplées, simplement parce qu'il y a eu exode rural incontrôlé. Et ce qui fait que, par exemple, il y a
une dizaine d'années, Kinshasa ne comptait que 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 15 millions. Et c'est une estimation. C'est une estimation. Et même, je dirais qu'il faut de l'intelligence chez les politiciens congolais parce qu'ils doivent inventer des solutions. Ce Kinshasa est devenu une ville trop petite par rapport à la population. Et s'ils ne savent pas qu'il faut élargir les routes, les difficultés vont s'additionner. Comme quoi, des simples indicateurs comme l'émergence d'un moyen de transport, ça peut permettre de planifier ou de prévenir certains problèmes. Oui, effectivement, mais cette émergence d'un nouveau moyen de transport doit être accompagné. Il doit être accompagné par les politiciens, par exemple, en créant des pistes cyclables. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même une photo que j'ai dans mon portable. Aujourd'hui, il y a taxi-moto, bus, voiture personnelle, taxi conventionnel sur la même voie. Et ce sont toutes de petites voies. Vous prenez par exemple la route Matadi-Kinshasa et à une seule voie en plein 21e siècle, c'est ahurissant. Et pourtant, c'est une route qui devait avoir au moins 4 bandes. Il n'y a qu'une seule bande. Et donc, quand vous roulez là-bas, le croisement se fait en empiétant sur la partie non macadamisée. En tout cas, merci pour ce partage, c'est édifiant, Monsieur Baudouin Amba. Je voudrais compléter un peu Cornelis. Il a dit que Kinshasa est une très petite ville. C'est vrai et faux. Selon les urbanistes, la ville de Kinshasa n'est occupée qu'à 20% de sa capacité. Parce qu'effectivement, les gens ne vivent pas à Maloui, qui est l'une des communes la ville est grande de 9999 km². Donc presque le tiers du Rwanda. Avec de la Belgique. Au moins 11 millions d'habitants. Oui. 15 millions selon les chiffres de national. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est les fake news. Ça pullule au niveau de réseaux sociaux. Ça, c'est global. Oui. Et la plupart des fake news sont d'origine rwandaise. Mais ils mettent des noms congolais. Vous avez su les retracer. C'est-à-dire qu'il suffit de rentrer chez un Rwandais, vous regardez les gens qui le suivent ou les gens qui suivent, ça vous renvoie carrément au Rwanda. Avec des noms comme d'habitude, etc., etc. Et je dis que c'est peut-être très schématique ce que je dis. Il y a une autre guerre que nous livrons sur le plan communicationnel. Et c'est une guerre asymétrique, dans la mesure où, chez nous, il y a un semblant de démocratie. Il y a une certaine transparence sur tout. Les gens s'expriment, tout ça, même si, de temps en temps, un journaliste est arrêté ou se dit menacé, oui. Mais les gens s'expriment. On critique le président, on critique le gouvernement. Et les Rwandais se servent de ça. Je prends un exemple. Il y a une certaine Mathilde Ouéra. Oui, vous en aviez déjà parlé. C'est une Rwandaise. Elle dit, Félix Tshisekedi envoie les enfants d'autrui en guerre, mais son fils Anthony passe son temps à boire du champagne dans les... Vous nous en avez parlé la dernière fois. Oui. Donc, vous voyez, ils puisent les informations chez nous. Donc, nous sommes en train de faire face à deux guerres. Et je dirais deux guerres asymétriques. C'est ça que j'ai retenu. Je peux intervenir complètement. Mais vous savez, le problème qui est là, c'est que aujourd'hui on parle de fake news. Avant, on a parlé de la rumeur. Et la rumeur va toujours puiser ces informations dans la vérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire le fake news va toujours s'alimenter dans l'information qui n'est pas diffusée. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit, les spécialistes diront, la rumeur et l'information des sans-voix. Ceux qui n'ont pas l'information créent eux-mêmes leur propre information. Et donc aujourd'hui, quand vous ne donnez pas d'information, l'homme est capable de fabriquer lui-même son information. Mais si Baudouin me dit qu'il y a des guerres asymétriques, il y a des officiers ou des gens
parle de fake news pour lancer, pour bombarder, ça c'est autre chose. Oui, à partir d'une réalité du terrain. Parce que on peut créer oui, et lancer. Il y a deux sortes de fake news. C'est-à-dire, on a créé une information, mais qui est fausse. De deux, on fait croire que ce sont des Congolais qui diffusent, alors que ce sont des Rwandais. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Voilà, nous sommes en train d'entrer justement dans le vif du sujet. Rumeur et puis fake news. Mais c'est la guerre, donc c'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais appuyer encore ce que nous venons de dire. Et comme ça, je vais ouvrir la porte à... Depuis 3-4 jours, on nous dit le M23 se trouve à 20 km de Goma. Même RFI, la même chose. France 24, la même chose. Plusieurs comptes Twitter qu'on peut même retrouver au niveau de la présidence rwandaise. Il suffit de faire cet exercice-là. Et vous verrez. Ah, ils sont à moins de 20 km de Goma. Donc, plusieurs jours, 3 jours. Ça nous rappelle l'AFDEL. Ils sont toujours à moins de 20 km. Où en sommes-nous? Entrons dans le vif du sujet. Ça fait 5 mois. Ça nous rappelle Ça fait 5 mois et 4 jours qu'on est là et que Bunagana est toujours occupé par le M23. Voilà que la guerre s'est étendue. Et c'est étendu même sur le plan de l'information. Kibumba, Boumba, Kiwanja, Ruchuru Centre. Maintenant on parle de Goma, comme le disait M. Abba, depuis quelques temps on attend. Ils sont tout près mais ils n'entrent pas dans la ville. Sur les réseaux sociaux, ça va de plus belle. L'intoxication, ce que vous appelez fake news, etc. Qu'est-ce que ça vous dit? Quel est l'intérêt dans tout ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On remarque que vous avez cité les médias internationaux tels que RFI, TV5, France 24, je ne l'avais pas cité, mais je vais citer. Il y a l'autre journaliste, une de vos consoeurs, qui a été expulsée du pays, Sonia quelque chose. Voilà, je savais que vous vous souviendrez bien d'elle. Effectivement, tout ça nous rappelle une communication qui a déjà eu lieu, qui existe déjà à l'entrée de l'AFDL, au moment de faire chavirer le régime ou l'administration de Mobutu. Chaque fois qu'on veut déstabiliser un pays, on utilise certains moyens. Il déstabilise. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, selon vous? Il y a une complot Et ce complot vise quoi exactement? Soyons précis, assertifs, allons. Mais je voudrais dire que le complot vise à balkaniser le pays. Ça, c'est... À quelle fin, selon vous? Ils veulent faire des petits États. Quel serait l'avantage d'avoir une République démocratique du Congo en État, en petits États émiettés? Qu'est-ce que l'avantage? Ça va leur permettre de bien exploiter le pays. Comme ça, ils n'exploitent pas le pays. Quand le pays, s'il y a un État fort qui dirige le Congo, ils ne vont pas bien négocier, mais quand il y a des micro-États, par exemple, on pourra avoir les Rocho, les Goma, l'Est du Congo qui dépendent de Kagame, ils vont bien exploiter. Il y aura un gouvernement faible, ils vont pomper le pays. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Lapo? Oui, je voulais, avant qu'on puisse entrer dans les grands détails de ce dossier, parler d'abord de la guerre de l'information. Mais la guerre est déjà là. S'il y a de la guerre d'information, c'est parce qu'il y a une guerre qui existe. Oui, mais attention, la guerre, c'est la guerre. C'est entre deux armées. Quand on parle de la guerre de l'information, c'est des fake news, mais également de la rumeur. Et je répète un peu ce que j'ai dit. C'est que on a quelque chose de neuf, j'espère. La rumeur, c'est lorsqu'il y a absence d'information. Nous l'avons dit ici, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu le nouveau narratif où les politiciens congolais se mettaient à communiquer à outrance. Mais simplement à un certain moment, notre armée qui avait l'habitude de communiquer ne communiquait plus. Et quand il y a absence d'information, il y a toujours ce que vous appelez le fake news ou la rumeur, mais la rumeur entre là-dedans. Et lorsqu'on dit qu'ils sont, le M23 est à 20 km de Goma. Mais justement, l'information de ce côté-là profite du fait que nous ne communiquons pas. Or, nous sommes en plein affrontement.
et d'autres parleront de la guerre. Nous ne sommes pas encore en guerre, nous devrions être en guerre, mais... Des complots très peu. Oui. Quand je parle des complots internationaux, il faut suivre, prenez un peu deux cas. Il y a Blinken, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui a rencontré le ministre des Affaires étrangères au G24. Il dit, j'ai demandé au ministre rwandais, j'ai demandé au Rwanda d'entamer d'escalade. On nous attaque, il y a la guerre, vous savez que c'est le Rwanda et vous leur demandez de temporiser un peu. Je vois Macron qui président de la République française. Bon, ça, tu me dis des titres. Voilà. Le président Macron qui demande qu'on puisse négocier avec les M23, qu'on puisse accélérer les négociations. Qu'est-ce qui vous embête dans cette façon de phraser tout cela? Qu'est-ce qui vous embête dans le fait qu'on négocie avec... Quand les FARDC attaquent, on le stoppe, on refuse de nous vendre des armes, on bloque les armes. On ne refuse pas de nous vendre des armes. On nous complique toujours, il y a trop de complications, mais quand les autres, nos points de vue, c'est bon. Quand nous, on est à l'avance, on vous dit il faut négocier. Il faut négocier quoi? En d'autres termes, négocier quoi? Donc, on nous impose la négociation, il faut négocier quoi? Hier, j'ai expliqué dans mon entretien compliqué, c'était comme si même le président Tshisekedi a été piégé. Le 29 mars, c'est l'adhésion du Congo à EAC, East African Community. oui. Le 29 mars, comme par hasard, le 23, c'est le mouvement du 23 mars, le 29 mars. Le Congo entre. Et le 13 juin, c'est la place de Boulanga. Même manière, le 29 mars, le Congo entre, on signe l'adhésion. C'est comme si ils attendaient qu'on puisse adhérer. Et le 13 juin, le jour où le roi Baudouin rentrait, le roi Philippe rentrait à Bruxelles, même 23 points, Bounangana, et tous ces groupes-là commencent à nous demander de négocier avec les M23. On nous a pris Bounangana. On a fait beaucoup d'émissions ici. Bounangana. Nous avons suivi ça de très près dès le début. Et maintenant, on leur dit le Congo à repousser les rebelles, à chasser les rebelles, on pousse le Congo à négocier. Comme le Congo résistait, ne voulait pas négocier, ils ont aidé les M23, moi je dirais les Américains et les autres, ils ont aidé les M23 à prendre retour, à avancer. Même quand ils menacent Goma avec des fake news, c'est juste qu'ils poussent le Congo à négocier. Si vous refusez de négocier, Goma va tomber. C'est ça le message, hein? Monsieur Amba, sur ce point précisément, le M23, il est établi ou admis au niveau de la communauté internationale que le M23 est une rébellion congolaise. De ce fait, on demande au Congo de négocier avec les Congolais, tout en laissant le Rwanda soutenir cette rébellion. Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comme le dit le pasteur Bobo ici, il dit qu'il semblerait que tout est mis en place. Il vient de relater la corrélation ou la concomitance de tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une causalité, mais voilà, il se fait que la communauté internationale, donc les grandes puissances, etc., aimerait favoriser que le Congo soit soumis au Rwanda. Est-ce que c'est ça que vous lisez entre les lignes? Je veux faire un petit retour en arrière. Je crois que lors de notre conseil de rédaction, malheureusement on n'était qu'à deux, vous m'avez posé la question de savoir quel est le statut des M23. Oui. Est-ce que ce sont des rebelles? Est-ce que ce sont des insurgés? Sont-ils des Congolais? Vous savez, j'ai fait un peu de recherche. Alors on vous écoute, puisque c'est ça, ça peut déterminer beaucoup de choses. Oui, je crois que le caractère des négociations, le M23, c'est une milice. Comme toute milice, c'est un corps paramilitaire qui joue le rôle de supplétif à l'armée régulière. Et quelle armée? Une sorte de Wagner. Voilà, exactement. L'armée rwandaise. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec des militaires congolais, ils vous disent qu'ils se battent avec professionnalisme, ce qui tend à confirmer la thèse selon laquelle ce sont des démobilisés de l'armée rwandaise qui sont dans le M23. D'ailleurs,
quand nous prenons le gouvernement de transition 1+4 a été mis en place en juin 2003. Oui. En 2004, Laurent Kunda est sorti comme un pigeon qui sort du chapeau d'un magicien. Il prend Bukavu. On apprend qu'il a 4000 hommes. 4000, d'où sortent-ils? Oui, d'où sortent-ils? Parce que, au fond, après la guerre, soi-disant, le génocide qu'il y a eu au Rwanda, l'armée rwandaise avait un surplus d'hommes. Et Kagame, sa décision avec Museveni, c'était d'installer à Kinshasa un régime ami pour empêcher le Congo de menacer dans l'avenir la sécurité nationale de ces deux pays. Tout ce qui se passe ici, c'est juste une question de sécurité du Rwanda. Absolument. Absolument. Et quels sont les gages qu'il leur faut pour qu'ils aient cette sécurité? Non, mais on ne pourra pas donner des gages dans la mesure où, quand on voit même le point de départ, lorsque le FPR a attaqué le Rwanda, mais ceux qui ont barré la route à cette action, c'est le général Mayel avec un bataillon de Forces armées zaïroises, effectivement. la DSP. Pasteur Bobo a parlé de cette histoire d'embargo. Il a effleuré ça. Eh bien, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, le Tundula, il a fait ça vendredi 11 novembre. Il dit il y a un cas qui se produit maintenant. Le matériel militaire a été acheté et venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Vous savez, cette histoire, moi j'aime pas du tout jouer au complotiste, mais je commence de plus en plus à croire qu'il y a une certaine communauté internationale, appelons ça une certaine, oui, parce que nous faisons partie de la communauté internationale. Les 193 pays membres des Nations Unies. Qui, comment dire, qui ne voudrait pas qu'il y ait à la tête du Congo un vrai fils du pays. Vient la question, je me permets de dire, pourquoi? Bon, regardez. Monsieur Lang, préparez-vous, puisque j'ai vraiment besoin de vous entendre là-dessus. Avant de répondre à ça, vous savez qu'en 2006, Abbé Magou avait fait un rapport. Qui était le président de la commission électorale indépendante avait fait un rapport confidentiel qui existe. Moi j'ai le document, ne me demandez pas comment je l'ai obtenu. Il dit clairement ceci. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le vainqueur c'était Jean-Pierre Bemba avec 52%. Joseph Kabila avait 28%. Tiens. Mais la communauté internationale, donc les Nations Unies. Oui, bon, à l'époque, disons, les anglo-saxons en tête. Il y en a deux dans le Conseil de sécurité. Les Belges un tout petit peu, ils trouvaient que Bemba risquait de se comporter comme Mobutu. Et ils ont tout fait pour qu'il y ait un second tour sous prétexte que si Bemba était proclamé, il y aura des troubles au pays. Monsieur Lang. Oui, mais qu'est-ce que ça dit? Oui, écoutez, mais il y a deux dossiers qui ont été évoqués, qui sont des dossiers importants. J'insiste sur la question, pourquoi est-ce que la communauté internationale cherche absolument à avoir une République démocratique du Congo faible, un Zaïre faible? Pourquoi on fait tout pour qu'on ne se relève pas? Mais écoutez, là, il faut rentrer dans l'histoire. Et Baudouin y est revenu avec beaucoup de maestros. Et il est intéressant parce que nous venions, mon magazine venait d'interviewer le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est également rentré dans l'histoire. Et le président Tshisekedi, qui l'a bien expliqué, dit ceci, que ces gens-là, en 94, évidemment nous avons ouvert nos frontières à la demande de la communauté internationale. C'est ça. Et lorsque nous avons voulu renvoyer les réfugiés, c'est la même communauté internationale qui nous a interdit de les renvoyer. Et les FDLR, s'étant organisés sur notre sol, ont commencé à mener des actions au Rwanda. Alors ce qui a donné
une certaine justification au Rwanda de considérer que le danger était dans l'est du pays. Et ils ont commencé à former des rébellions. Nous avons l'AFDEL, qui est l'AFDEL qui n'avait pas d'armée, qui était l'armée rwandaise, que nous, Congolais, avons acclamé comme étant l'armée de libération. Et ça, nous avons été piégés dès le début. Et après l'AFDEL qui arrive à Kinshasa avec tout l'arsenal militaire rwandais, chef d'état-major, ainsi de suite, et ils ont réussi à pratiquement anéantir notre armée. La naissance il y a 61 ans des forces armées zaïroises, voilà. On change, on va dire, continuité de l'État. Donc le clerc de nos soldats ont été pratiquement zigouillés à Kitona, ainsi de suite. Et donc il y aura de rébellion en rébellion. Le Rwanda et l'Ouganda vont utiliser l'Est comme étant, entre guillemets, une partie tampon entre la RDC officielle et leur pays. C'est-à-dire que c'est un corridor de sécurité pour l'Ouganda et pour le Rwanda. Mais de trafic en trafic, il y a eu d'autres intérêts qui sont nés, des intérêts économiques, si bien que, vous savez que le Rwanda exporte le coltan qui ne se trouve pas sur son sol, l'or, ainsi de suite. L'Ouganda a également une zone d'influence. Et donc, ce territoire tampon intéresse les deux pays. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous laisser gérer cette partie-là. Allez-y sur le deuxième point, oui. Oui, de deux, je voudrais dire, et je crois que Am avait évoqué le terme, il y a une surpopulation au Rwanda, et donc déficit de terres. C'est établi ça, qu'il y a vraiment un déficit de terre? Déficit de terre, c'est un prétexte comme tout autre. Déficit de terre. Et d'ailleurs, à chaque fois dans les revendications, que ce soit les revendications du SCD Goma, du CNDP, du M23 aujourd'hui, le M23 aujourd'hui se considère comme étant, disons, le défenseur d'une communauté. Je vous laisse finir sur le deuxième point et allez-y. Comme étant le M23 se considère comme défenseur d'une communauté. Quelle est cette communauté? La communauté Tutsi. Et d'ailleurs, dans tous les discours de Kagame, vous entendrez que le problème, le Kagame dire, le problème qui se passe au Congo intéresse les Congolais. Voilà. Ce qui se passe là, c'est qu'il y a une certaine communauté Tutsi, il le cite, une certaine communauté qui est défavorisée. Et donc, il y a toujours des enfants de cette communauté. Laissez-moi reprendre la main à partir d'ici. Voilà. Merci pour ce point. Voilà qu'il y a quelques jours, le président de la République démocratique du Congo recevait, de mémoire, le titre de l'article que j'ai vu, les notables de la communauté Tutsi congolais, donc qui vivent en République démocratique du Congo. Ces éléments de langage Tutsi congolais, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'antinomie? Est-ce qu'on peut être Mukongo de Belgique? Est-ce qu'on peut être Moulouba de France? Ça veut dire que c'est une diaspora. Alors, lorsqu'on parle de communauté, est-ce qu'on peut être une communauté sur ses propres terres? Ici, il y a la communauté turque en Belgique. Il y a la communauté aussi congolais, mais pour bien masquer cela, ils ont aussi reçu les Hutus congolais. Non, communauté Hutu rwandophone. Les Hutus rwandophones. Les Tutsis congolais rwandophones, c'est le deuxième adjectif qui... Les Hutus congolais rwandophones. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce qu'il faut... Parce que moi, je le considère comme étant un mensonge. À force de répéter un mensonge, ça risque de devenir une vérité. Y a-t-il des Tutsis, des Hutus, congolais ou rwandophones? On peut acquérir une nationalité. Beaucoup d'entre nous ici sont des Congolais d'origine, de père ou de mère congolaise ou congolais, et ont acquis une autre nationalité par naturalisation. Ce qui est tout à fait dans le droit international, tout le monde peut le faire en respectant les filiations. Ou par filiation, par la naissance, etc. Mais de là à devenir
des mukongophones de Belgique, ou des Tutsis congolais ou des Hutus congolais rwandophones, est-ce qu'il n'y a pas là de la prestidigitation, de la manipulation qui est en train de s'insinuer, et on laisse dire, on laisse faire. Ça, c'est la grande escroquerie aussi. On ne fait pas attention. Un Rwandais peut devenir congolais en demandant la nationalité. Oui. Mais est-ce qu'il est pour autant Tutsi congolais? Mais oui, mais c'est leur revendication. Ils veulent avoir des terres. Un Congo belge n'existe pas, on est d'accord. Parce qu'ils veulent avoir des terres, des chefs coutumiers, ils veulent être comme l'eau à part entière. Donc, quand on dit tu es Mbandi, donc il y a tribu Mbandi, il y a des terres, tout. À chaque terre, il y a une langue. Ils veulent savoir ce peuple. des terres. Donc, ils veulent avoir des terres. C'est pour ça qu'ils créent des... Oui. Donc, je crois que la scène est installée. Il y a ici, manifestement, une intention malsaine, malveillante, de pouvoir tenir la République démocratique du Congo sous la coupe, ou par proxy, par le Rwanda, de contrôler ce pays. Qu'est-ce que cela... Que faudrait-il faire alors? Comment réagir? Avant de dérouler ça, je voulais ajouter. Dites-nous pas ça. Quand on voit les Tutsis congolais rwandophones, ils ont eu pour ces tours les Roubérois, les Nyarugabo, les ministres de Gisaro, Rwakabouba, etc. Si vous cherchez les Hutus congolais rwandophones qui sont bien placés, on ne les trouve pas. On ne les trouve pas, c'est parce qu'il y a des Hutus congolais rwandophones dans les gouvernements, je ne sais pas. Donc non seulement il y a une infiltration rwandaise, mais elle est précise, c'est plutôt des Tutsis. C'est le règne des Tutsis, c'est eux qui veulent dire. Monsieur Amba, vu que nous arrivons... Je voudrais d'abord insister sur une chose. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, ça n'élude pas notre part de responsabilité. Bien entendu, bien entendu. Parce que je vois mal un Paul Kagame quitter le Rwanda, rentrer chez nous, jusqu'au Kinshasa, sans l'aide de Congolais. Donc il y a des Congolais qui ont joué le jeu. Les forces armées zéro ont été défaites en mettant les FR en et qui continuent à jouer le jeu. A accepté d'apporter une caution à cette agression. Sur le plan du droit international, c'était une agression. Je suis même étonné d'entendre Mme Kazavou vous dire libération. En parlant de l'AFDS. Cette même moment, cette... Évidemment, ça l'intéressait, puisque... à la même tribune, Prof. Bikaï qui dit l'agression. J'étais étonné. Enfin, c'est un détail pour l'histoire, comme dit. Oui. Mais Là, vous parlez de quelle émission? non, l'émission qui était là pendant que l'Afrique et l'Union européenne... La conférence de presse sur l'Union européenne. Oui. Ce que je voudrais dire ici, c'est surtout le problème d'embargo. Je crains d'être un peu long. Non, alors essayez de le ramasser. Sauf si vous pouvez vous le dire en... Non, je voudrais intervenir. Je risque de perdre le fil de mon idée. Mais je voulais intervenir avant lui sur les Tutsis rwandais. Parce que là, on va synthétiser. Oui, en parlant d'embargo, il va déjà trop loin. Alors moi, en parlant de Tutsis rwandais, je voudrais Tutsis congolais, je voudrais dire que nous ne devons pas entrer dans le jeu des autres. Parce que en 92 ou 93, on a parlé de Banyamulenge. Le terme Tutsi congolais a été inventé par l'extérieur. Et par la presse, pratiquement, ils nous ont tapés, ils nous ont matraqués pour dire qu'il y avait des Tutsis congolais, alors que la terminologie n'existait pas. Les mêmes personnes eux-mêmes, Bussi Makara, ainsi de suite, s'appelaient des Banyamulenge quand ils entrent au Congo. Et d'ailleurs, il y a une commission qui a été créée à la conférence nationale souveraine, qu'on a appelée la commission Mambweni. Et d'ailleurs, Franck Mambweni va être parmi les premiers Congolais, Zaïrois, qui vont être tués à Kinshasa. C'était le président de la commission en question, la commission de la conférence nationale, pour aller enquêter au Kivu, à l'ex-Kivu en ce moment-là, pour savoir s'il existait bel et bien une communauté Banyamulenge. Alors, Vango et tous les autres membres de
la commission qui rentre à Kinshasa à la conférence nationale ont déposé leur rapport pour dire que la tribu Banyamulenge n'a jamais existé dans l'ex-Kivu. Alors on est passé à Tutsi pour... Et alors, justement, pendant qu'on monte la rébellion de l'AFDEL, la terminologie Tutsi congolais va apparaître. Et ça apparaît comme une génération spontanée, d'abord auprès de la presse belge. Et puis, il y a eu tellement de matraquage que la terminologie est restée. Mais nous, Congolais, nous ne devons pas rentrer dans ce jeu-là, parce que quand Baudouin et Patrick me disent qu'un journal congolais a parlé de Tutsi congolais qui étaient reçus par... Tutsi congolais ou rwandophones. De Tutsi congolais et de Hutu rwandophones qui étaient reçus par le président, moi je crois que c'est une aberration. Un Congolais, il est suicidaire et même antipatriotique pour un Congolais de parler de Tutsi congolais qui n'existe pas. Voilà, on est rwandais, on est congolais d'origine rwandaise, congolais d'origine américaine si l'on veut, mais on n'est pas Tutsi congolais et puis en plus de cela rwandophone. Monsieur Amba, si vous pouvez synthétiser votre idée sur la question de l'embargo, le soi-disant embargo sur la République. Effleurer la situation lorsque... Embargo sur la vente ou l'achat des armes. Lorsque les réfugiés tous sont rentrés chez nous, la communauté internationale, les Nations Unies ont refait une mesure d'embargo sur la vente d'armes au Rwanda de Paul Kagame. Levé. Quand le Premier ministre Kengo a entendu ça, il a décidé le renvoi de tous les réfugiés au plus tard le 31 décembre 1995. Malheureusement, le président Mobutu a subi des pressions de Boutros Ghali, à l'époque secrétaire général des Nations Unies de l'ONU. Le président a pris le contre-pied du Premier ministre Kengo, donc on a pu renvoyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je vais corriger un tout petit peu ce que Cordelis a dit ici. Le FDLR ne s'était pas organisé chez nous. C'était des petites incursions que des Internes menaient sur le territoire rwandais et qui a poussé Kagame à dire qu'il faut qu'il chasse les réfugiés qui étaient dans les camps à la frontière. Parce que le HCR n'a pas voulu les éloigner à plus de 100 km. Ce qui est la procédure. La convention de la procédure, oui. Voilà comment l'histoire d'embargo sur les armes a commencé. Parce que les amis du régime rwandais ont fait croire à la terre entière que Mobutu était en train de réarmer les Hutus pour qu'ils aillent reprendre le pouvoir à Kigali. Mais le problème, c'est que quand l'APR, l'armée patriotique rwandaise, a chassé tous les Rwandais Hutus qui étaient dans les camps, on n'a pas trouvé de preuves d'armement. Il n'y avait rien. Et donc l'embargo a été levé. L'embargo a été maintenu à partir de là. Oui, il faut éviter de permettre aux Zaïre d'acheter des armes. Pourtant, nous avons lu il n'y a pas longtemps sur Radio Okapi que l'un des représentants des Nations Unies a dit qu'il n'y a pas d'embargo sur les armes pour la République démocratique. Laissez-moi finir. Pas d'embargo sur l'achat des armes pour la République démocratique du Congo. Par contre, les fournisseurs doivent certifier, notifier la traçabilité et notifier les Nations Unies. Donc acheter, ça c'est pas un embargo subtil. Ça nous empêche donc de nous rappeler. Il y avait un embargo, oui, ça a été levé, mais il reste notification. C'est un embargo subtil. Mais attention, la notification n'empêche pas d'acheter. Je voudrais d'accord ou pas? Non, je n'ai pas fini. Non, parce que l'embargo n'a jamais été levé. Parce que ça, c'est une vérité. C'est un embargo subtil. Non, l'embargo existe juste aujourd'hui. Ça n'a jamais été levé. Ça a été levé. On va laisser M. Amba finir. Ça reste une notification. Oui, d'ailleurs, il y a 5 sortes d'armes qu'il faut notifier. D'ailleurs, le général François Olenga, semble-t-il, a été décoré en Ukraine. Vous savez pourquoi? Dites-nous. Lui, il était chargé des achats d'armes de Joseph Kabila. Il a acheté chez les trafiquants. Oui, chez les trafiquants. Tout ce que Kabila a acheté, chars, T-62, etc., c'était chez les trafiquants. Pas
Parce qu'il y avait embargo. Oui. Trafiquants ou des intermédiaires? Dans des trafiquants. Non, des trafiquants d'armes. C'était pas auprès d'un État ou une industrie. C'est-à-dire, ce que Amba veut dire, c'est que à partir du moment où l'ex-URSS a été démantelé, il s'était créé dans ces arsenals militaires, dans ces états-là, une série de réseaux de revente d'armes. Pour en revenir à la République démocratique, parce que le temps... Oui, mais c'était là pour conclure ma réflexion. Oui. Aujourd'hui, puisqu'on parle de M23, s'ils étaient des Congolais, mais s'ils sont des Congolais, mais leur cas est grave. J'ai fouillé un peu le livre 2 du Code pénal. Congolais. Oui, je vais aller très vite. Article 63, le livre 2 du Code pénal, vous pouvez voir ça sur Internet. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Ce qui est repris de la Constitution. Oui. Ensuite, article 181, je laisse passer l'article 190, sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la RDC. Oh, voilà, donc s'ils sont Congolais, c'est de la haute trahison. Ah oui, absolument. Mais écoutez, il y a eu jurisprudence, hein. Il y a jurisprudence parce que l'AFDEL a porté les armes contre le pays. Le CNDP a porté les armes, le RCD, ainsi de suite. Et chaque fois, on envoie les gens en négociation. Exactement. C'est une jurisprudence. Si sont Congolais, ils vont dire que la paix sont 4. Mais non. Je crois que j'aimerais corriger Cornelius. Ouais. Et on va passer à l'autre point qui est jurisprudence. Ouais. Il faut qu'il y ait un jugement antérieur. Exact. C'est ce jugement qui sert de jurisprudence. Et donc, ce qui sert si un fait. Mais c'est votre vote. Que dit l'article 54? Mais ça sert de jurisprudence puisque c'est non pratiquement la même chose. Tout Congolais a le droit de défendre son pays. Oui, mais non, mais de faire obstacle à quiconque pouvait arracher le pouvoir par attention. La jurisprudence veut dire. Si ce Congolais, on dire qu'ils sont en train de défendre l'article 104. Attention, la jurisprudence veut dire le traitement antérieur. Non, voilà. Non, sur le plan juridique, le mot jurisprudence veut dire il y a un jugement antérieur qui a été rendu, c'est une juridiction. Exact. Et les autres juridictions doivent s'y conformer. Voilà, exactement. Et alors, M. Amba, dans le traitement, la jurisprudence fait que du simple fait que ceux qui se sont présentés dans le même cas antérieurement n'ont pas été jugés conformément à cet article-là, vous ne pouvez pas dire que le M23 est apporter des armes contre son pays alors que l'AFDEL ne l'a pas fait, le CNDP ne l'a pas fait. Personne n'est jamais passé devant. Il y a une négociation. Et Kabila était comme voilà, laissez la vie. Bien payé. Voilà. Alors, merci. On va un peu intervenir au sujet de l'embargo, hein, parce à moins qu'on puisse passer ce sujet. Alors, vous n'avez pas encore parlé d'embargo, on va vous laisser 1 minute et on va passer... Vous avez terminé au sujet de l'embargo? Oui, je voudrais dire que le pays est sous embargo jusqu'à aujourd'hui parce que si j'ai encore lu un texte d'Africa 24 qui parle c'est un texte du 5 juillet qui dit que le Conseil de sécurité, la commission d'embargo, avait prolongé l'embargo de la RDC jusqu'au 1er juillet de 2023. Alors, c'est pour ça que moi je me suis dit, il y a un problème quelque part. Parce que le représentant du Conseil de sécurité qui est arrivé à Kinshasa, le Gabonais, M. Xavier Biang, dit qu'il n'y a pas d'embargo contre la RDC. Ça c'est simple à vérifier au niveau des textes. Oui. On mettra ça à la fin de l'émission. Oui, la dernière date de... Mais quand on a réalité comme dit. Il y a un embargo. Parce que vous achetez, on vous bloque. Quand vous arrivez, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères de la RDC a donné la preuve que l'embargo existe, c'est qu'ils ont acheté des armes, mais non. Donc ça n'a pas été interdit, ils ont acheté. Oui, mais ils ne peuvent pas les recevoir. Oui, et puis le ministre dit même qu'il y a les banques, les fabricants d'armes
et les transporteurs ne veulent pas traiter avec la RDC parce qu'il y a embargo et que ce serait un traitement injuste. Il le dit, ça veut simplement dire qu'il a... Et puis quand vous cherchez dans tous les moteurs de recherche la fin de l'embargo de la RDC, vous ne trouvez pas. On vous promet juste à la fin de cette émission, vous allez voir en date la dernière information concernant l'embargo sur la République démocratique du Congo. On pourrait en parler pendant longtemps, mais ça n'est pas fini, on y reviendra. Je crois que les prochains pourparlers sont prévus pour avant la fin de ce mois-ci, avec entre le M23 s'ils viennent à la table des discussions. Le 21 novembre. 21 novembre. À Nairobi. À Nairobi. Donc on va suivre ça de près. Donnons quand même l'actualité. La localité de Kibumba a été reprise par les FARDC. Qu'en est-il de depuis 16 heures aujourd'hui? C'est jeudi. Ce jeudi à 16 heures. C'était confirmé. Donc si vous regardez la vidéo vendredi, ça peut changer, mais on dit jeudi 16 heures, les FARDC ont repris. Vendredi 17 novembre. C'est une journée. Je voudrais quand même ajouter des éléments importants quand même sur la situation à l'Est, parce que cette localité-là a été reprise, mais jusqu'à aujourd'hui, Bunagana est toujours entre les mains du C'est ça qu'on dit. Et c'est pas encore quelle est la situation. Oui, et ils sont toujours en train d'étendre leur territoire. Ils sont toujours à Rutshuru centre, qui n'a jamais été repris par... mais également, vous savez, à part Bunagana qui est un poste frontalier où ils ont ouvert le service de douane, ils sont en train de récolter de recettes douanières. Il y a 2 autres postes frontières avec l'Ouganda qui sont également ouverts. Il s'agit de quel poste? Mais je ne connais pas le nom en question, mais à part Bunagana, il y a 2 autres postes. De toutes les façons, on reviendra après le 21 novembre pour vous dire exactement la situation sur le terrain des opérations. Et dès la fin de cette émission, vous allez avoir la dernière information sur l'embargo. Avant d'achever, puisqu'on est vraiment à la fin, il s'est passé quelque chose de très étonnant en République démocratique du Congo, dans ce que d'aucuns appellent la République de Limété. Des troubles dans le quartier, au siège social du parti politique du président de la République, l'UDPS. Que se passe-t-il aujourd'hui? On a entendu qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées, des gens qui se plaignaient, suite probablement à des nominations. On a entendu dire, puisque là on ne peut pas vous certifier d'où j'ai cette information, on a entendu dire que les parlementaires dits debout se disaient, mais voilà, on entend des nominations présidentielles qui se suivent, mais ceux qui sont les militants de base ne sont pas repris. Mais d'abord, l'UDPS c'est un des points très difficiles. Il y a un conflit entre des camps. Le camp Kabouya, et il y a l'autre il y a un conflit interne dans le parti UDPS. 2 leaders se battent. On a envoyé l'autre renvoie, il s'est envoyé tuer. Ça c'est le premier point, conflit interne déjà. Un conflit grave entre 2 leaders de l'UDPS. Des militants des 2 côtés. Et autre point que vous posez là, c'est le point de... Apparemment, on leur a promis des postes de mandataires, leur leader. Vous me connaissez maintenant suffisamment. Oh là, c'est qui? C'est trop impersonnel. Qui a promis à qui? Félix Tshisekedi avait promis à leur leader alors qu'ils seront des mandataires. Des mandataires publics. Les groupes là qui font des bruits à alimenter par Ce sont des parlementaires qui ne peuvent pas prouver. Ouais, oui. Mais c'est ce que eux disent. Et lorsqu'ils disent... Leur trouble, quand on a nommé, on a nommé des journalistes Bossembe est nommé, on voit d'autres sont nommés, leurs leaders ne sont pas là. Directement, quand vous dites leurs leaders au pluriel, ou un leader en particulier, qui ne sont pas... On leur avait promis 3 leaders. Oui, mais en fait, aucun d'eux n'est nommé, ils sont dans la rue. Ils cassent tout. Oui, en fait, c'est ça la situation de l'actualité. Vous qui revenez de Kinshasa? Non, je ne parle pas de Kinshasa. Non, peut-être que vous aviez déjà les... Non, je n'avais pas. Vous avez tout découvert ici. La guerre
l'actualité, vous savez pas? Non, le problème qui est là, c'est l'actualité aujourd'hui. Ça a chauffé, alimenté, parce qu'il y avait deux camps de parlementaires debout qui se sont affrontés. Il y a eu des tirs d'armes, évidemment, les policiers qui sont venus séparer les deux camps. C'est ça l'actualité. Mais d'où viennent ces affrontements-là? C'est ça le problème. Les affrontements viennent pas du fait qu'il y a eu guerre de clans, non. C'est après les nominations qui ont eu lieu hier ou avant-hier de nouveaux mandataires publics, et les parlementaires debout ne se retrouvent pas dans ces nominations-là. Ils disent même dans certaines vidéos qui circulent que c'est la diaspora qui s'est accaparée de la plupart des postes. Je n'ai pas pu vérifier. Vous avez plus d'éléments, M. Hama, avant que nous puissions conclure sur cette question d'éléments comme tel, je voudrais simplement préciser ce que Pasteur Bobo a dit, c'est qu'il y a une crise interne dans l'UDPS. M. Wangkwenda, qui dirige une structure importante chargée des élections au sein de l'UDPS, qui estime que Kabouya ne convient plus comme secrétaire général, il n'est pas à son poste. Il faut qu'il y ait un nouveau secrétaire général. Donc il y a déjà une crise interne, et puis il y a cette affaire qui de nomination se greffer à ça. Oui. Mais il faut ajouter aussi que c'est... Et ça sera le mot de la fin. Oui, il faut ajouter aussi que les troubles n'ont pas seulement eu lieu à Kinshasa, il y a eu des troubles également à Lubumbashi, mais pour un autre problème. Toujours des militants de l'UDPS? Non, là c'est des militants de l'UNAFEC, qui ont marché, une marche autorisée, pour soutenir les FARDC qui sont en guerre ou à l'Est. Vous avez dit Moi je proposerais à M. Modèle, là où c'est possible, je pourrais organiser des débats s'il veut entre lui et Mme je ne sais pas Wassango. Sur quel thème? Le thème qui a des propos à libération, AFDEL. Le message est lancé, vous avez la caméra, vous pouvez lancer l'invitation. L'émission. Voilà, donc l'invitation est faite, mais on va en reparler. Alors, je vois que les messieurs de la technique nous font signe de grands gestes pour nous dire que voilà. La situation d'insécurité est vraiment grandissante en République démocratique du Congo, particulièrement au Nord Kivu pour le moment. Nous suivons de très près la situation, mais ne perdons pas de vue. Le nom de notre émission, c'est bien RDC Horizon 2023, car en ligne de mire, tout au fond là-bas, plus loin, dans presque un an, il y a des échéances électorales qui arrivent, et les gens commencent à se mettre en ordre de bataille. Donc nous restons très vigilants, nous vous promettons de revenir très vite pour vous donner les dernières informations. Je remercie le panel de ce soir. C'était un peu brusque, mais l'actualité était telle qu'il fallait qu'on puisse se retrouver. Le pasteur Bobo, qui est revenu de la prière, qui est venu tout de suite nous rejoindre ici. M. Cornesilland, qui ne revient pas de Kinshasa, mais qui est arrivé il y a une semaine, mais qu'il faut le temps pour qu'il se remette à la sauce belge. Et M. Baudouin, qui a aussi pris sur son temps en pleine semaine pour qu'on puisse discuter de la situation. Voilà, le 17 novembre, si les forces armées zéroises existaient encore, elles fêteraient les 61 ans, mais disons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont la continuité des forces armées zéroises, alors bon anniversaire à nos forces armées. Et à la prochaine. Merci beaucoup.
Merci.